Excellences, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Directeur de cabinet du Président du Faso, Madame la Secrétaire générale de la Présidence du Faso, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mesdames et Messieurs les hauts-commissaires, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président du Faso, permettez-moi, au nom de mes confrères ici présents, de dire merci. Merci pour avoir accepté, malgré un calendrier extrêmement chargé, de recevoir la presse nationale représentée dans cette salle bleue du Palais de la Culture de notre capitale économique, Bobo-Dioulasso, pour aborder avec les journalistes des sujets d'intérêt majeur touchant aussi bien l'actualité nationale, sous-régionale qu'internationale. Le 6 avril prochain, dans 72 heures exactement, cela fera 100 jours que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, est à la tête du Burkina Faso. Dans la tradition médiatique, après les 100 premiers jours, il est de coutume pour la presse de s'entretenir avec les dirigeants nouvellement élus aux commandes de l'État. La présente conférence de presse s'inscrit dans ce cadre. Monsieur le Président, il y a plus de 20 journalistes de la presse audiovisuelle, de la presse écrite et de la presse en ligne pour animer en direct pendant 1 heure cet entretien dont la première partie sera consacrée aux questions de l'actualité nationale. Ensuite, les confrères échangeront avec Votre Excellence sur l'actualité sous-régionale. L'actualité internationale viendra clore cette conférence de presse. Ainsi se déclinent, Monsieur le Président, les principaux axes de cet échange que vous avez bien voulu accorder à mes confrères de la presse et une fois de plus en leur nom, je vous en remercie. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous allons commencer cet entretien par votre mot introductif. Bien, je voudrais simplement remercier la presse nationale pour l'opportunité qu'il nous donne de répondre à un certain nombre de préoccupations qui les concernent, mais qui concernent également le peuple burkinabé. Je suis d'autant plus heureux que cette conférence se tienne ici à Bobo, à la suite de la Semaine nationale de la culture qui a connu un franc succès et, comme vous le savez, dont le thème était « Culture et cohésion nationale ». Je voudrais encore profiter de l'instant que l'on me donne pour saluer encore une fois tous les acteurs culturels, tous les journalistes qui ont participé à la couverture de cet événement, les sponsors et autres, parce que nous pouvons dire sans nous tromper que cette 18e édition était un défi. Ce défi a été relevé avec brio et je voudrais en tout cas souhaiter que les enseignements que nous pourrons tirer de cette Semaine nationale de la culture puissent nous permettre de l'améliorer pour sa 20e édition. La 19e édition, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, vous avez donc la parole. Mais avant de poser vos questions, je vous demanderai de décliner votre identité et de préciser l'organe auquel vous appartenez. Merci. On commence par l'actualité nationale avec la page politique. Mon nom c'est Foussé Nikindo, je suis journaliste à la RTB Télé. Monsieur le Président, le Burkina Faso a connu en janvier dernier des attaques sans précédent. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité, mais comment faire pour durablement créer la quiétude et la sérénité chez les populations? Il y a aussi ces questions d'écoute téléphonique entre-temps. On attend toujours de voir quand est-ce qu'elles seront authentifiées, d'autant plus que des voies parallèles sont déjà arrivées à authentifier en ce qui les concerne. Or, le gouvernement jusqu'à présent ne s'est pas encore prononcé là-dessus. On attend de voir à qui appartient réellement ces voix qu'on a entendues dans un certain enregistrement. Ensuite, par rapport au coup d'État manqué, quelle est la suite du dossier? On voit déjà des
libération provisoire. Est-ce à dire que, quelque part, les choses sont en train d'être gérées au mieux par la justice militaire? Donc, on a besoin de comprendre. Et l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida n'est plus ambassadeur du Burkina Faso à Washington. Il est toujours à l'extérieur. Est-ce qu'il va rentrer bientôt ou on le fera rentrer? Et puis pour terminer, les réformes politiques en cours, quelle est la formule que vous choisissez ou peut-être qui est en cours de discussion? Est-ce qu'on va vers une 5e République avec un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce niveau? Merci. Bien, je voudrais en tout cas déjà vous remercier pour cette série de questions que vous avez posées. D'abord, concernant les attentats, comme vous le savez, dès que nous avons évidemment passé ce cap, nous avons mis en place donc une coordination pour faire face désormais à une telle situation au niveau de la sécurité de façon générale. Nous avons déployé la sécurité sur tous les sites sensibles au Burkina Faso pour en assurer la garde. Et je dois pouvoir vous dire que la création d'une agence nationale de renseignement également participe au fait qu'il est important que, au niveau des renseignements dans notre pays, il y ait une coordination et une accélération de l'information pour permettre de prendre d'avance les mesures idoines. Comme vous le savez, au moment où il y a eu l'attentat, il y avait déjà dans l'air des informations selon lesquelles il y aurait peut-être eu un attentat ou une menace d'attentat sur le Burkina Faso. Mais le circuit actuel de l'information est tellement lent qu'au moment où vous recevez cette information, je dirais c'est un peu trop tard parce que les événements se sont déjà passés. Il faut éviter de tomber dans des situations où nous sommes obligés de courir après les événements. C'est pour dire que nous ne pouvons pas dire qu'il y a un risque zéro en matière de sécurité, qu'il n'y aura pas de risque, il n'y aura pas de risque, parce que nous devons apprendre à vivre aujourd'hui avec cette situation-là. Parce que comme vous le voyez, même les pays qui sont les plus développés, qui ont plus de moyens que nous, subissent ces attentats. Parce que quand quelqu'un décide de mourir, je crois qu'il n'y a pas de prévention à faire à ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'il nous faut, non seulement au niveau de l'État, développer les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens, mais il faut que les citoyens soient engagés également à une certaine vigilance quotidienne. Nous ne pouvons plus nous comporter comme hier. Nous devons être vigilants, nous devons faire attention à tout ce qui semble suspect et pouvoir dénoncer le plus rapidement ces questions-là au niveau des forces de sécurité pour qu'ils en assurent donc la prise en charge. Ça, c'est le premier point qui concerne donc la question des attentats. Le second point que vous avez posé, c'était la question aussi bien qui concerne les écoutes téléphoniques, les questions qui concernent les libérations provisoires. Je voudrais simplement vous dire que le tribunal militaire s'occupe de l'ensemble de ces dossiers. Et comme vous le savez, il y a une séparation des pouvoirs. Et de ce point de vue-là, il leur appartient de prendre les dispositions pour assurer l'authentification ou non donc de ces écoutes-là. Je voudrais simplement dire que vous vous rappelez, dans un passé pas très lointain, lorsque j'ai demandé à rencontrer la justice militaire pour discuter un peu de la suite de l'ensemble de ces dossiers, c'est encore une fois au niveau de la presse qu'on a dénoncé l'intrusion du président de la République du Faso qui voudrait influencer les décisions des juges. Donc c'est pour dire que sur les questions que vous me posez, je pense qu'il est peut-être plus indiqué que vous adressiez au tribunal militaire pour avoir les tenants et les aboutissants de l'ensemble de ces préoccupations que vous avez posées. Concernant le Premier ministre Yacouba Zida, évidemment, comme vous le savez, au Burkina Faso, un ambassadeur qui est proposé d'abord est nommé en Conseil de ministres. Et de ce point de vue-là, je vous prends à témoin, je pouvais prendre l'ensemble des décisions des conseils de ministres. À aucun moment, le Conseil de ministres, que ce soit au moment de la transition,
que ce soit au moment où nous avons été investis, n'a nommé le Premier ministre Zida comme ambassadeur aux États-Unis. Donc vous savez très bien que ça a été une très grande surprise pour nous de découvrir subitement dans le journal officiel au mois de mars dernier un décret portant nomination du Premier ministre en tant qu'ambassadeur. On était tenu non seulement pour des questions de correction, mais pour des questions aussi de ne pas se laisser manipuler à tout vent, de mettre fin à cette nomination. Et je pense que ça reste toujours dans les prérogatives du chef de l'État que je suis. Enfin, concernant les réformes politiques, comme vous le savez, la commission constitutionnelle a été mise en place, va être mise en place bientôt, puisque nous avons écrit à tous ceux qui participent à cette commission pour proposer les membres de la commission. L'objectif de cette commission est de discuter des réformes, je dirais, politiques qui nous permettent de passer à une 5e République. Et je ne voudrais pas dépenser l'iguane dans l'eau, c'est un débat qui sera engagé et je pense qu'il appartiendra donc au peuple burkinabé qui sera représenté dans l'ensemble de cette commission de pouvoir voir un peu quelles sont les orientations que nous devons donner. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que la limitation du mandat, c'est une question sur laquelle il est impossible de revenir. Ce que je voudrais dire également, c'est que la deuxième chambre qui apparaissait comme le Sénat est définitivement supprimée. Ce que je peux dire également, c'est que la tendance est à la réduction des pouvoirs du président du Faso pour que ce ne soit plus quelqu'un d'omniscient qui décide de tout et qui a autorité sur tout. Donc c'est un peu un rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant, en attendant que cette commission constitutionnelle nous propose sa mouture donc du projet de texte de constitution de la 5e République. Moi, c'est Ahmed Zerbo, je suis du journal Libération. Excellence, Monsieur le Président, depuis quelques mois, les Kolgowéo défraient la chronique dans le pays. Alors, ces groupes d'autodéfense qui ne sont pas légalement reconnus défient souvent les autorités. Alors, qu'est-ce qui explique votre silence face à ces groupes d'autodéfense? Deuxième question, les militaires et policiers radiés suite à la mutinerie ont attiré l'attention des autorités à travers des conférences de presse. Alors, leur problème sera-t-il réglé dans les mois à venir? Troisième question, dans votre discours d'investiture, vous avez parlé de la réconciliation des fils et filles du Burkina Faso. Quand est-ce que le processus de réconciliation sera enclenché? Bien. D'abord, concernant les Kolgowéo, je pense que, en ce qui concerne le gouvernement et me concernant, on n'a pas eu de silence du tout sur cette question. C'est vrai que c'est une question qui a défrayé la chronique, beaucoup de discussions entre ceux qui pensent que les Kolgowéo doivent être maintenus, ceux qui pensent qu'il faut les supprimer. Et j'ai déjà énoncé qu'en ce qui nous concerne, il y a deux constats à faire. Si au Burkina Faso, il y a nécessité qu'il y ait une organisation d'autodéfense dans notre pays, cela est dû certainement à des causes qu'il nous faut d'abord éradiquer. Le premier point, c'est la capacité de l'État à se déployer pour assurer la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire. Le deuxième point, c'est la confiance que les citoyens font à la justice. Je pense qu'il faut être clair. C'est ce qui amène évidemment que, de façon concrète, les citoyens veulent rendre justice eux-mêmes. Et nous avons dit que nous sommes en République. Personne n'est au-dessus des lois. Que des groupes d'autodéfense travaillent à aider l'État en vue d'éradiquer le banditisme, en vue d'éradiquer les voleurs, en rapport avec les autorités centrales, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais s'ils doivent rendre eux-mêmes la justice, prendre des taxes,
ils tombent dans l'illégalité et en tant que tels, ils seront traduits devant les juridictions de notre pays. Je pense que c'est très clair. Nous avons dit à l'époque que demander de supprimer quelque chose qui n'existe pas légalement, c'est une utopie. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre incapacité et il faut que l'État prenne ses responsabilités. Si nous étions à même d'assurer cette sécurité sur l'ensemble du territoire, il n'y aurait pas de Koglo, ça me semble évident. Mais à ce moment-là, je crois que vous avez déjà constaté concernant la situation de Fada que la justice a assuré avec une certaine fermeté, en tout cas, les règles du droit. Et cela est important pour marquer un signal qu'au niveau du Burkina Faso, en ce qui concerne l'État, nous n'allons pas laisser, en tout cas, se poursuivre ces dérives qui vont à l'encontre des droits de l'homme et qui également pénalisent les citoyens par des tortures et par également des taxes qui sont perçues. Je pense que c'est très clair à notre niveau et nous avons estimé également par ailleurs qu'il faut que nous créions des passerelles. Parce que vous savez bien que les droits de l'homme dont nous parlons, il ne faut pas que ce soit seulement des droits qui se trouvent au niveau de la cité. Il faut que ce soit des droits partagés sur l'ensemble du territoire. Et à ce niveau, l'action n'est pas simplement une action du gouvernement. Ça veut dire que les OSC, les différentes structures, nous devons participer à faire en sorte qu'au niveau de notre peuple de façon générale, la conception et la vision des droits de l'homme soient partagées. Je crois que cela est important. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que nous parlons de Koglo dans les grands centres. Mais si vous allez dans une province, dans un village, et vous parlez de Koglo, vous verrez que dans ces villages-là, le fait qu'ils considèrent que le banditisme a été plus ou moins atténué, ils sont à 90-95% pour les Koglo. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire des passerelles, pour qu'ils comprennent définitivement que leur rôle n'est pas d'être des justiciers. Leur rôle n'est pas de prendre des taxes. Leur rôle, c'est de participer à la rééducation, comme je dis, du banditisme, via et en collaboration avec les forces de sécurité de la République. Je pense que c'est très clair. Vous savez bien que même à Ouaga, il fait un moment que lorsque vous criez au voleur dans un quartier, et si les populations sortent, la première des choses, non seulement le voleur cherche à rejoindre la première police, le premier poste de police ou de gendarmerie, mais si les gens lui mettent la main dessus, vous savez très bien comment ça se termine. Ils le tuent et ils considèrent qu'ils ont rendu justice parce qu'ils considèrent que chaque fois qu'ils ont amené quelqu'un à la police ou à la justice, 2 jours après, la personne est ressortie et finalement, ils considèrent que vraiment c'est une attitude en faveur du renforcement du banditisme et non de la lutte contre ce banditisme. Donc voilà un peu notre position et nous n'avons pas varié dessus, nous l'avons exprimé plusieurs fois. Alors, il y avait la question des militaires radiés. Je pense que sur ce point également, vous savez très bien que parlant en même temps de la réconciliation nationale, nous avons mis en place le Haut Conseil pour la réconciliation nationale et l'unité nationale, où près de 5000 dossiers concernant des citoyens qui se sont sentis lésés depuis 1960 à nos jours sont déposés. Vous savez très bien également que les militaires radiés ont également engagé une procédure en justice contre l'État pour rentrer dans leurs droits et demander à être repris. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas une rupture vraiment véritable du dialogue. Il y a des procédures qui sont engagées et donc, de ce point de vue-là, nous attendons de voir quels sont les résultats de l'ensemble de ces procédures-là, étant entendu que l'État aussi a un avocat défenseur pour défendre ses intérêts dans le cadre donc de cette discussion. C'est pour dire que la réconciliation nationale dont on parle a commencé, puisque nous avons installé le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, et il reste maintenant à leur trouver un siège pour qu'ils commencent donc à mener cette activité qui va permettre aux Burkinabés, sous la triptyque vérité, justice et réconciliation, de pouvoir travailler à ce que nous puissions ne plus regarder dans les rétroviseurs, mais regarder l'avenir qui doit être prometteur pour tous les Burkinabés. Monsieur le Président, moi c'est Ali Douedraogo, Radio Omega. Quelques-unes de mes préoccupations ont déjà été prises en compte, mais j'en ai encore
quelques trois. À ce jour, y a-t-il une injonction de rentrer au pays qui a été transmise au général Zida après les accusations qui pèsent sur lui? Quel grade porte finalement le général Zida? Est-ce que son élévation au grade de général de division est-elle régulière? Deuxième préoccupation, c'est le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Promesse a été faite de gérer l'affaire diplomatiquement. Maintenant, nous-mêmes, on est un peu perdus. À l'instant où nous parlons, y a-t-il, oui ou non, mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire? En retour, toujours sur l'affaire Kolwego, à l'époque, vous avez dit qu'on ne pouvait pas dissoudre quelque chose qui n'existait pas légalement. Aujourd'hui, on sait que les Kolwego se sont constitués en un corps avec un président national. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fera? Bien. D'abord, est-ce qu'il y a une injonction vis-à-vis du général Zida? Je dois simplement dire que le général Zida a demandé évidemment une permission qui a expiré, je pense, depuis déjà le 19 mars. Il n'est pas encore entré. En tout état de cause, je pense qu'il n'a pas de choix que de rentrer. Je pense que quelqu'un qui assume de hautes responsabilités de l'État doit s'assumer et faire face à ses responsabilités. Et je crois que de ce point de vue-là, nous n'avons pas besoin de lui donner des injonctions pour cela. Il doit voir la nécessité lui-même de pouvoir entrer d'ici le mois d'avril, en tout cas, pour pouvoir vraiment lever ce voile de nuage qui plane sur sa gestion et sur les différents points qui ont été évoqués. Concernant est-ce que son grade de général est normal? Je crois que vous avez suivi les événements comme nous. Une loi a été votée au niveau du Conseil national de transition. Le président du Faso, à l'époque, a élevé le colonel Zida au rang de général. Nous, on prend acte. Il ne nous appartient pas de venir savoir si c'était justifié ou pas. À partir du moment où c'est une autorité qui avait, en tout cas, force pour pouvoir donner ce grade donc, au Premier ministre Zida. C'est tout ce que je peux dire, en tout cas, en ce qui concerne la question relative à son grade. Pour les mandats d'arrêt, je pense que les mandats d'arrêt, jusqu'à preuve du contraire, sont en vigueur. Nous avons dit que nous explorons, évidemment, la route diplomatique, la voie diplomatique pour régler cette question, parce que nous pensons qu'au-delà des mandats d'arrêt, les mandats d'arrêt qui sont adressés soit à des Burkinabés ou au président de l'Assemblée, Guillaume Soro, ne doivent pas altérer, et c'est ce sur quoi nous travaillons, les rapports d'amitié et de fraternité qui existent entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Et je peux vous dire donc que malgré tout cela, les rapports sont excellents et nous continuons vraiment à travailler au renforcement de la coopération, qui est une coopération qui date de l'histoire. Même si nous voulons faire la bagarre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, je pense que nous serons tous deux perdants dans cette opération. Donc, c'est pourquoi nous insistons que la voie diplomatique doit être une voie qui doit être explorée et ça doit être une voie sur laquelle nous devons être engagés. Le seul problème relatif à cette histoire du mandat d'arrêt contre, je dirais, le président de l'Assemblée, Guillaume Soro, a été que, évidemment, en tant que président du Faso, je n'ai pas été saisi, je dirais, de ce mandat d'arrêt pour que, au moins, je sois informé qu'il y aurait un mandat d'arrêt dans ce sens. C'est de retour donc de Cotonou où je suis allé à une réunion, à la conférence des chefs d'État, je dirais, de l'UEMOA, que j'ai appris comme tout citoyen burkinabé qu'il y avait un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà comment les choses se sont déroulées. Je tenais à le préciser parce qu'il est important de savoir également qu'au plan de la diplomatie et des relations entre les pays, c'est quand même des prérogatives du chef de l'État. Et il aurait été bon, dans le cadre de la coopération entre les institutions, que nous soyons au moins informés avant que ces actes ne puissent être posés.
Alors, je crois que c'était tout ce qui concernait donc, le mandat d'arrêt. C'est pour dire que donc, il est toujours en cours. Donc il n'y a pas... Vous ne devez pas être embrouillé du tout. Okay. Trabo Adama du journal Sidouaya. Monsieur le Président, ça fera bientôt 100 jours que vous êtes à la tête de l'État burkinabé. Concrètement, quels sont les actes qui ont été posés en rapport avec le programme sur lequel vous avez été élu? Merci. Bien, les actes posés, je voudrais dire que 100 jours pour un gouvernement n'est pas significatif pour tirer vraiment des tendances de développement d'un pays. Néanmoins, je voudrais dire que au plan politique, je peux dire que nous avons déjà, en tout cas, pris le décret portant mise en place, je dirais, la commission constitutionnelle, qui est un engagement que nous avons pris. Nous avons dit que cette commission sera mise en place dans les 6 mois qui suivent, évidemment, notre installation et la mise en œuvre du gouvernement. Ça sera fait. Et je pense que c'est une grande avancée puisque cela doit nous permettre d'aller à la 5e République, appelée de tous nos voeux par l'ensemble des Burkinabés et par l'ensemble de la classe politique de notre pays. Nous avons également, dans le cadre de la réconciliation, comme j'ai dit, mis en place le Haut Conseil pour la réconciliation et pour l'unité nationale. C'est un acte important et un acte fort, car comme je vous l'ai dit, l'objet c'est de ne pas continuer à regarder dans le rétroviseur. C'est de pouvoir passer tous les problèmes que nous avons connus dans ce pays depuis 1960 à nos jours. Je crois que la mise en place de cette structure est un acte important également dans la démarche que nous entreprenons en vue du changement et en vue de la réconciliation et de la paix dans notre pays. Sur d'autres plans, je dirais qu'au plan économique, vous savez très bien que lorsque le gouvernement a été mis en place, nous sommes arrivés, nous avons trouvé un budget qui était adopté par le Conseil national de transition. Et comme vous le savez, ce budget, qui doit être la traduction de la politique qu'on doit mener, est un budget qui a été mis en place et qui ne tient pas compte de nos priorités forcément. Il était important pour nous de procéder à une relecture de ce budget et c'est ainsi qu'une loi rectificative a été introduite au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de rattraper un minimum de ce que nous pouvons faire pour que notre programme puisse être donc respecté. Comme vous le voyez, nous sommes passés d'un déficit qui était de 229 milliards lorsque le CNT a adopté le budget à un déficit aujourd'hui qui est de 300 milliards dû au fait que, également, des engagements sociaux qui ont été pris à l'époque par le gouvernement de transition n'ont pas été inscrits au budget de l'État, alors qu'ils devaient être mis en œuvre en 2016. Alors, en plus de cela, vous savez bien qu'une des filières qui est la plus importante, qui est la filière coton, qui devait bénéficier de la subvention de l'État pour pouvoir maintenir les prix du coton qui nourrissent et qui font travailler près de 2 à 3 millions de Burkinabés, n'avait pas été non plus inscrite au budget. Il était important. Et comme je disais, le premier acte que nous avons posé, c'est de déminer un peu les mines qui étaient déjà positionnées pour nous permettre effectivement d'être dans une crise sociale qui serait beaucoup plus profonde si nous n'arrivions pas à régler ces questions de fond qui sont des questions essentielles pour la survie également de notre agriculture et des paysans qui sont engagés dans ces activités. Je voudrais également dire que grâce à cette restructuration budgétaire que nous avons eu à faire, vous verrez bien qu'au niveau de l'enseignement, depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université, des actions seront menées au cours de l'année 2016. Je dirais simplement que, en ce qui concerne le primaire, il est prévu, comme nous avons dit, que les écoles sous Payotte, nous allons commencer la mise en œuvre de construction définitive. Et pour l'année 2016, il est prévu à peu près la construction de plus de 1000 classes, donc en remplacement, je dirais, donc, des écoles sous Payotte que vous voyez donc dans nos différentes provinces. Nous allons procéder également à un rééquilibrage des écoles, parce qu'il y a des zones qui sont favorisées, il y en a d'autres qui ne le sont pas.
il y aura des constructions d'écoles et les nouvelles classes qui seront construites seront au nombre de 2400 pour l'année 2016. Je voudrais également dire que 200 CEG, 80 lycées seront également construits. Et tout cela, c'est des moyens qui sont disponibles. Et je ne parlerai pas, je dirais, des centres de formation technique et professionnelle, des lycées régionaux de formation scientifique, etc., qui seront également mis en œuvre. Je pense que c'est un effort que nous faisons pour ramener effectivement ce budget sur la voie, je dirais, en tout cas, de la formation que nous avons prônée dans notre programme. Le second aspect concernant la santé. La santé également, nous avons mis l'accent sur la mère et la famille. Et c'est ainsi que vous avez appris toute la batterie de mesures que nous sommes en train de prendre en faveur de la femme. Que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour les césariennes, notamment la gratuité. Et nous avons commencé, cela a commencé théoriquement depuis hier, puisque c'était le 2 avril, que les indications étaient données au ministre pour que les dispositions soient prises dans ce sens, dans 3 grandes régions dans un premier temps, question de mettre le test en place avant de le répandre sur l'ensemble du territoire national, afin d'éviter que l'argent et les subventions que nous mettons à la disposition ne soient utilisés pour autre chose que pour accompagner les femmes et les enfants dans leurs soins. Nous avons également dit que pour les soins des femmes et des enfants jusqu'à 5 ans, ils bénéficieront également de soins gratuits dans un certain nombre de domaines tels que le palu, les problèmes diarrhéiques et les urgences. Là également, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement et je pense qu'il faut également constater que c'est une avancée. Nous avons prévu toujours au niveau de la santé de former des spécialistes au nombre de 135. Ça concernera aussi bien des médecins que des pharmaciens et pour que également au niveau des centres de nos centres hospitaliers régionaux, nous puissions avoir des spécialistes et éviter que chaque fois, les personnes, les Burkinabés, ne soient obligées de se déplacer depuis les fins fonds de leur province pour venir à Ouaga, où on a la concentration de toute la médecine privée avec toute l'armada qui permet d'assurer donc le suivi des malades. Nous avons également dit que nous allons recruter plus de 16 000 agents communautaires de santé. Ces agents communautaires de santé qui seront pris dans un cadre également de volontariat et d'acceptation de la communauté de base dans chaque village, puisque c'est 2 personnes par village, vont, à partir des kits qu'on va leur donner, effectivement procéder évidemment à la discussion, à la sensibilisation des populations sur des questions de prévention sur la santé, des questions de vaccination des enfants, etc., etc. Donc ça fera plus de 16 000 emplois qui seront créés également dans ce domaine-là. Et c'est pour dire que des efforts sont également faits au niveau de la santé pour que l'action soit visible. Je voudrais également passer à l'eau potable, parce que nous avons posé également le principe qu'il fallait qu'au bout de notre mandat, il y ait corvée zéro pour les femmes au Burkina Faso. Déjà, nous avons lancé la dernière fois à Kouxin le programme de 1100 forages, plus de 1100 forages qui seront faits sur l'ensemble, je dirais, des régions de Burkina Faso. Et également, l'assainissement également sera une priorité parce que plus de 34 000 latrines seront faites dans le milieu rural, etc., etc. Donc, c'est pour dire que là également, c'est dans l'axe de notre programme que nous sommes. Au niveau de l'agriculture, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons déjà mis l'accent sur la filière coton qui est un fondement de notre économie nationale. Et tout ce qui concerne également, je dirais, l'aménagement des bas-fonds, le ministre a lancé déjà à Tanguy Dassouri la dernière fois le démarrage des aménagements des bas-fonds pour permettre d'accroître le potentiel agricole de notre pays et tout l'accompagnement en semences, en engrais, pour permettre à ce que notre agriculture aille de l'avant, sont également mis en place pour nous permettre d'avoir, si Dieu le veut, et si nous avons une bonne pluviométrie cette année, renforcer notre potentiel en matière agricole. L'élevage, il en est de même, etc., etc. Je voudrais également noter que concernant toutes les questions relatives à l'énergie, à ce niveau aussi, des efforts sont faits.
puisque nous travaillons, comme je l'ai dit, à orienter notre énergie vers l'énergie solaire. Donc, dans ce sens-là, il y a près de 40 localités qui vont bénéficier d'une électrification par le solaire. Nous avons également la nécessité, et nous allons nous lancer effectivement dans un appel d'offres pour consolider le potentiel électrique de la Sonabel, parce que comme vous le savez, nous devons mettre également en place, je dirais, une énergie thermique complémentaire pour éviter chaque fois de louer des groupes à des périodes comme les périodes qui commencent maintenant, qui sont les périodes de chaleur. Nous continuons la politique d'interconnexion. La Côte d'Ivoire a promis cette année d'augmenter, en tout cas, sa contribution électrique à 70 MW. Nous avons le soutien de la Banque mondiale pour réviser tout le matériel de la Sonabel qui va nous permettre d'obtenir une efficacité de 30 MW supplémentaires. Donc, c'est un travail, un domaine dans lequel des actions sont menées et je pense que c'est concret. D'ici la fin de l'année, ce sont des actions qui seront visibles. Et comme nous avons dit aux journalistes, nous vous demandons évidemment de talonner chaque ministère pour voir la réalité de ces réalisations ou pas sur le terrain. Je pense que cela est important, non seulement pour la transparence que nous prenons dans la gestion de l'État, mais également pour nous permettre d'avancer ensemble. Je voudrais noter également qu'au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un travail également est engagé pour que nous puissions, par la fibre optique, faire en sorte que sur l'ensemble du territoire burkinabé, nous puissions effectivement être connectés. Ce qui va nous apporter beaucoup de facilité dans un certain nombre de domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit dans tout autre domaine qui doit permettre à l'État de pouvoir, en tout cas, renforcer sa compétitivité et son action, en tout cas dans le travail au niveau des fonctionnaires. Je pense que cela aussi est important, économie de papier, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est donc dit que je ne ferai pas une liste, une litanie, mais je dois dire qu'en 100 jours, nous avons posé les sillons qui doivent nous permettre, effectivement, de déployer à partir de 2017 la politique que nous voulons mettre en place. Certainement, cette année sera une année de remise en route, parce que nous partons d'un budget qui n'est pas le nôtre, et nous devons le transformer pour essayer de rapprocher nos objectifs. Mais à partir de 2017, vous serez dans notre budget, et à ce moment-là, je pense que nous pourrons vous dire la cadence dans laquelle nous allons mettre le Burkina Faso pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je voudrais rappeler tout simplement que tout récemment, vous avez eu la réunion du groupe international de soutien à la démocratie et au développement du Burkina Faso, qui vise également à la préparation d'une table ronde de bailleurs de fonds que nous allons avoir d'ici la fin de l'année, qui va nous permettre, secteur par secteur, de pouvoir voir un peu avec nos partenaires quelle sera leur contribution. Mais je voudrais préciser que la contribution de nos partenaires ne remplace pas les efforts que nous devons faire au plan local quant à la mobilisation de nos ressources d'une part, quant à la qualité de nos dépenses d'autre part, et également quant à la bonne gouvernance de façon générale. Soubey Galip de Radio Burkina. Excellence, les organisations syndicales menacent d'aller en grève. Et après avoir accédé aux revendications des magistrats, on vous demande une semaine pour donner un chronogramme de mise en œuvre des engagements pris par la transition. Alors, quelle réponse donnez-vous donc à cette date butoir qui a été donnée? Et une plateforme a été mise en place pour optimiser la collecte des ressources, notamment la plateforme Sylvie. Et tout juste après sa mise en œuvre, il y a que les commerçants également menacent d'augmenter les prix. Qu'est-ce qui sera fait pour contenir cette augmentation des prix-là? Merci. La première question était relative à les organisations syndicales. Oui, ok. Non, je voudrais simplement dire ceci. Je pense qu'entre les organisations syndicales et l'État, nous ne devons pas fonctionner en termes d'injonction. Le gouvernement est ouvert au dialogue. Nous l'avons dit et réaffirmé. Je pense que le dialogue, d'ailleurs, a été la base, justement, des solutions que nous avons pu apporter aux préoccupations des travailleurs. Je voudrais simplement dire que ceux qui nous donnent les injonctions doivent comprendre deux choses. La première, c'est que
pour aboutir aux accords qu'ils ont signés avec la transition, il a fallu qu'il y ait un dialogue. La seconde, c'est que cet accord qu'ils ont signé avec la transition n'était pas sur le budget de l'État 2016. Et je crois qu'ils doivent déjà nous féliciter, très sincèrement, d'avoir déjà pensé que les engagements du gouvernement, même si c'est sur ces engagements du gouvernement de transition, doivent être poursuivis, doivent être tenus. Et dans ce sens, nous avons dit, et nous allons les rencontrer toujours dans cet esprit de partenariat, parce que je pense que le développement d'un pays ne peut pas se faire sur injonction. Et je l'ai dit également, nous devons être conscients que l'État ne peut donner que ce qu'elle peut donner. C'est ça aussi l'autre réalité. Parce que le budget de l'État ne concerne pas que des fonctionnaires. Il concerne 17 millions de Burkinabés qui ont également des préoccupations de santé, d'école, d'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous ne pouvons pas, et vous savez très bien déjà, qu'au plan budgétaire, nous sommes au-delà du ratio qui est conseillé au niveau donc de l'UEMOA sur le rapport entre notre masse salariale et nos fonds propres. Si nous prenons notre argent que nous collectons pour ne payer que des salaires, il n'y aura pas de développement. Et je pense qu'il ne s'agira pas de venir nous poser des questions de pourquoi vous n'avez pas fait ceci, pourquoi il n'y a pas eu cela. C'est pourquoi il faut que vous sachiez que l'État a le souci de l'amélioration générale des conditions de vie des travailleurs, mais cette condition-là, cette volonté que nous avons, doit être accompagnée par le travail de tout le monde, chacun à son poste, pour faire en sorte que nous puissions renforcer nos fonds propres. C'est ça qui sera à notre avantage. Si nous les renforçons, à ce moment-là, nous pouvons voir également comment nous pouvons aider les travailleurs à améliorer leurs conditions de vie et d'existence et de travail. Alors, la deuxième question concernant Sylvie, je pense que Sylvie ne modifie en rien, je dis, il ne modifie en rien les prix des marchandises. Je pense que ça, c'est un épouvantail que les opérateurs économiques brandissent, parce que Sylvie, l'avantage, c'est ce que nous avons toujours dit, c'est d'éviter les transactions frauduleuses qui se passent entre les individus. L'informatique, la mise en réseau permet d'éviter justement ce dialogue un peu clandestin que vous connaissez, qui favorise la fraude, qui favorise également les ententes sous main, qui enrichissent des individus, mais qui n'enrichissent pas l'État. Et je pense que nous avons le souci tous de renforcer ce potentiel-là. C'est pourquoi nous sommes tenus, en tout cas, et nous avons dit aux opérateurs, nous voulons qu'ils aient des bénéfices dans leurs actions, mais le juste bénéfice. Pas le bénéfice qui se fait au détriment des intérêts du peuple burkinabé et de l'État burkinabé. Et de ce point de vue-là, en tout cas, nous tenons à dire que, en tout cas, nous allons poursuivre ce programme parce que nous pensons que ce programme est dans l'intérêt de tous les Burkinabés et dans l'intérêt de notre progrès économique et social. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons annoncé l'actualité sous-régionale en deuxième partie. Je crois que des questions ont déjà été posées là-dessus. Nous allons entamer à présent la dernière partie de la conférence de presse consacrée à l'actualité internationale. Actualité internationale, Galip Sommet qui revient. Alors, après 100 jours après donc, votre arrivée à la tête de l'État, votre première visite officielle est annoncée en France. Alors, d'aucuns crient déjà à une forme d'allégeance, entre guillemets, envers les autorités françaises. Pourquoi ce choix d'abord d'aller en France? Nous n'avons pas fait de choix d'aller en France, je dois vous le dire. Vous savez très bien que durant les 100 premiers jours, si nous étions dans une situation normale, dès mon investiture, j'aurais dû déjà faire le tour des capitales voisines pour remercier l'ensemble des chefs d'État qui sont venus nous soutenir lors de l'investiture. Mais je n'ai pas pu le faire au regard du contexte que vous connaissez et des difficultés aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan de la réorganisation même de notre économie
en vue de pouvoir faire face aux défis qui nous attendent. De ce point de vue, vous savez également qu'entre-temps, nous avons reçu la visite du Premier ministre français qui nous a invités à venir donc en France, et nous avons dit donc que entre les ministres des Affaires étrangères, le point sera fait de manière à ce que nous puissions effectivement faire cette visite. La date nous a été proposée de faire cette visite, donc comme vous le savez, du 5 au 7. Nous y allons, et en espérant que la situation du Burkina rentrera maintenant dans l'ordre, puisque l'ensemble des dossiers sont déposés à l'Assemblée nationale, et que dès que je reviendrai donc, l'engagement que j'avais pris auprès de mes autres pairs de leur rendre visite sera un engagement qui sera tenu. Nous n'avons d'allégeance vis-à-vis de personne. Nous y allons parce que nous discutons des intérêts du Burkina Faso. Et je pense que cela doit être clair. C'est vrai que nous avons des relations qui datent de la colonie avec la France, mais il est hors de question pour nous d'y aller en termes d'allégeance à quoi que ce soit. Sinon, nous aurions pu y aller depuis fort longtemps, si c'était le cas. Ariane Bamouni, du journal La Télévision nationale du Burkina. Toujours dans le même ordre d'idée, la France prévoit le déploiement d'éléments du GIGN à Ouagadougou. D'abord, c'est une décision qui suscite aujourd'hui des inquiétudes. Est-ce une bonne idée selon vous? Et comment va se faire l'intervention sur le terrain? La deuxième préoccupation, nous ne savons pas si vous êtes informés, nous n'avons pas accès à l'information. On nous demande souvent de déposer des demandes pour en tout cas interviewer en tout cas le plus petit intervenant dans le système, comme au ministère de la Santé. Je vous remercie. Bien, concernant le déploiement du GIGN, je dois dire que nous avons eu cette information comme vous, sur France Inter. Nous avons appris qu'il y aura déploiement, le déploiement du GIGN au Burkina Faso. Nous avons considéré que nous ne nous sentons pas concernés. Parce que je crois que le minimum dans cette matière, c'est quand même d'informer les plus hautes autorités du pays et de voir la possibilité ou non de le faire. Toute information que nous apprenons à la radio n'engage que ceux qui font leurs déclarations et ne nous engage pas en tout cas, puisque de façon officielle, nous n'avons pas été saisis sur ce déploiement au Burkina Faso. Et nous avons d'ailleurs, le même jour, dit à l'ambassadeur de France tout notre mécontentement sur cette procédure. Et je crois que ça a été transmis en lieu convenu. Ça, c'est le premier point qui concerne le déploiement du GIGN sur lequel je voudrais être très clair. Le deuxième point concernant l'accessibilité, je pense que vous avez raison. Si le cas est qu'il n'est pas possible d'avoir les informations et d'accéder aux membres du gouvernement pour avoir les informations qui vous permettent d'informer correctement l'opinion. Je pense que si c'est le cas, nous allons remédier à cette question et je crois que nous ferons en sorte que les ministres soient disponibles pour recevoir la presse. Et éviter aussi qu'on ne se plaigne vis-à-vis de la presse en disant ils ont diffusé une information, ils auraient pu venir nous voir alors qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'information. Je crois que nous avons intérêt à travailler en tandem pour que vous aussi, votre service d'information soit de permettre aux citoyens d'avoir la vraie et la juste information, quitte maintenant à faire vos commentaires qui ne manqueront pas évidemment, mais bon, au moins l'information juste sera donnée au départ. Ariane Bamouni du journal Aujourd'hui au Faso. Monsieur le Président, vous vous apprêtez à aller pour Paris, une visite que l'on sait qui a un aspect économique et sécuritaire. De quoi allez-vous parler exactement à Paris? Je pense que c'est une visite officielle qui est organisée sur la France. Ce sera l'occasion pour nous de discuter de coopération. Et il y aura également la signature d'une convention entre la France et l'ONEA dans le cadre du renforcement des capacités de l'ONEA en matière d'eau pour les citoyens burkinabés.
Et ce sera aussi une occasion de discuter des questions sécuritaires concernant notre sous-région. Parce que, comme vous le savez, non seulement nous avons pris l'engagement au niveau de notre sous-région de renforcer notre coopération en matière d'information, et déjà avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso, s'est tenue déjà une première réunion à Abidjan suite à l'attentat, qui est prometteur et qui nous permet de voir que cela nous fait avancer sur un certain nombre d'informations, même au plan local, concernant des personnages qui ont pu utiliser leur téléphone pour appeler certains de ces personnages-là à Abidjan. Donc les enquêtes se poursuivent et ça renforce l'efficacité des forces de sécurité sur le terrain. L'autre aspect qui est important, c'est que nous avons le G5 également, qui est une structure que nous avons créée avec la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso, puisque nous sommes impliqués. Et cette structure également vise à apporter un soutien au nord du Mali pour la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est pour dire que c'est des questions sur lesquelles nous devons discuter parce que les pays sont engagés, mais nous devons solliciter également l'appui de la communauté internationale. Nous l'avons déjà fait avec le secrétaire général de l'ONU lorsqu'il était de passage à Ouaga pour demander que l'ONU appuie également les forces de ces différents pays pour nous permettre d'assurer cette mission de sécurité et de lutte contre le terrorisme qui est un problème mondial aujourd'hui. Alors donc, voilà un peu les questions essentielles sur lesquelles nous allons échanger. Nous aurons également une discussion avec le secteur privé français pour également insister et montrer un peu tout le potentiel également de partenariat avec des privés burkinabés, soit dans le cadre de l'agro-industrie, soit dans le cadre des petites et moyennes entreprises, soit dans le cadre de la création de toute industrie qui permette en tout cas de participer non seulement à la résorption du chômage, mais également, je dirais, à la transformation de produits locaux au Burkina Faso. Donc voilà un peu le thème global que nous aurons à discuter au-delà des visites de courtoisie que nous rendrons à l'Assemblée nationale, au Premier ministre et également à la secrétaire générale de l'OIF et de l'UNESCO. Donc voilà, en gros. Voilà, monsieur, je suis Jonas Apollinaire Kabouré et l'observateur Pal Gabobo. Monsieur le Président, votre avènement au pouvoir, est-ce que cela a entraîné des changements dans le domaine de nos relations avec certains États de la sous-région et même dans le monde? Nous avons aussi, il semble aussi que la Chine populaire est en train de frapper à nos portes, alors qu'il y a la Chine-Taïwan à ce niveau. Comment comptez-vous jouer le jeu? Il n'y a pas de jeu à jouer. Enfin, concernant les relations depuis l'avènement, donc mon avènement à la présidence du Faso, bon, je pense que les relations entre les États survivent aux hommes. C'est vrai que c'est des relations entre des pays, c'est des relations de coopération, et je crois que, bien au contraire, le fait que le Burkina Faso, après avoir traversé une période de crise importante, passé par la transition, arrivé à des élections que personne n'attendait, et que ces élections se soient déroulées dans la transparence et dans la paix, est un critère plutôt favorable pour le Burkina Faso en termes de relations internationales. Et je crois que nous devons vraiment travailler sur ça pour pouvoir mobiliser des ressources en faveur du développement économique et social de notre pays. Concernant les problèmes des deux Chines, comme vous savez, depuis 1994, nous avons signé des relations avec la Chine-Taïwan. Jusqu'à nouvel ordre, ces relations ne sont pas remises en cause, même si, comme vous le dites, on n'a pas encore tapé à notre porte, mais peut-être que vous êtes plus au courant que nous. On attendra de voir quand on nous contactera dans ce sens, mais en tout cas, nous avons considéré que jusque-là, les relations que nous avons entretenues avec Taïwan ont été quand même des relations qui ont apporté un plus à notre pays
dans un certain nombre de domaines, que ce soit des infrastructures, que ce soit de la santé, que ce soit dans d'autres secteurs, agriculture, etc., etc. Donc voilà un peu le stade auquel nous sommes, ce que je peux vous dire sur ce point particulier. Kindo Basirato, journaliste aux éditions lefaso.net. Je me permets de revenir un peu sur l'actualité nationale, notamment sur le volet économique, je m'en excuse. Le 29 novembre, lors du lancement de la campagne électorale, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par rapport à la relance économique de la ville de Bobo-Dioulasso. Concrètement, à quand cette relance économique? Et deuxièmement, je voudrais juste savoir ce que vous pensez du ROCMEC, ROCMETRE, cet outil de suivi et d'évaluation de la politique du gouvernement initié par la CODEL et l'ONG Diaconia. Merci. Bon, concernant cette dernière question de la CODEL et de Diaconia, j'ai donné mon accord de principe pour participer à cette évaluation régulière des actions, que ce soit du gouvernement, du chef de l'État, parce que je pense que cela aussi participe à la transparence, participe également aux critiques objectives qui peuvent être faites également sur le fonctionnement général du gouvernement, afin de nous permettre de reprendre un peu, de remettre les choses sur le bon rail. Et je crois que j'ai accepté cet exercice. Et nous devions avoir d'ailleurs, dans les jours à venir, vers la fin du mois, le 29 avril, c'était prévu un dialogue direct entre le chef de l'État et un certain nombre de personnes qu'ils auront sélectionnées. Malheureusement, cette date, il faudra qu'on la revoie puisqu'elle tombe sur les journées du paysan que nous devons avoir, qui doivent se tenir à Tenkodogo. Alors, la première question qui était relative à quelle était la première question? À la relance économique de Bobo. Je veux dire que c'est une des préoccupations, ce n'est pas simplement des promesses. Et nous avons tenu, lorsque nous sommes arrivés à Bobo, à rencontrer l'ensemble des secteurs d'activité pour dire que nous sommes toujours sur cet engagement. Et comme je l'ai dit, Bobo était réputée être la ville industrielle de Burkina Faso. Malheureusement, pour des questions d'organisation, les industries sont déplacées pratiquement toutes à Ouaga. Et nous avons, et je crois que le Premier ministre a déjà dit, annoncé déjà la construction d'un certain nombre d'usines, que ce soit des cimentiers qui veulent s'installer à Bobo, et des instructions également ont été données au niveau du ministère du Commerce pour que véritablement on fasse en sorte que Bobo retrouve son droit, qui était donc celui d'être la ville économique de Burkina Faso, pour qu'il puisse avoir des emplois qui soient créés en faveur de la jeunesse de Bobo. Également, des instructions ont été données également au ministre des Travaux, des Infrastructures, qui était là hier d'ailleurs, qui est venu faire le point de l'état également des voies sur Bobo, pour procéder non seulement à leur réhabilitation, ainsi que le tronçon qui va de Bobo jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions les réhabiliter et permettre effectivement qu'il y ait une bonne circulation donc, dans la zone. C'est pour dire que cette réorganisation est en cours, aussi bien au plan industriel qu'au plan administratif. Et je crois que dans les prochains jours, nous déclinerons donc les mesures que nous prendrons en faveur, en tout cas, d'une revitalisation de la vie à Bobo-Dioulasso. Excellence, Bassé Ossini de la radio LPC. Vous êtes à Bobo, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de vous rencontrer et vous avez déjà évoqué le sujet cimenterie. Et actuellement, il y a la cimenterie Simanso qui est en train de s'installer à Bobo-Dioulasso. Malheureusement, il se trouve que le site choisi n'est pas du tout approprié. Selon des experts en ressources hydrauliques de la zone, il y a un risque de pollution de 40 à 60% des ressources en eau de Bobo-Dioulasso. Si toutefois la cimenterie Simanso s'installe là où elle veut s'installer actuellement, savoir au niveau du secteur 18 de Bobo-Dioulasso. Même dans la zone, on a même interdit l'installation d'un hôpital national. Et on ne sait pas par quel stratagème Simanso a pu obtenir une autorisation contre l'avis des experts qui sont vent debout
et actuellement qui se battent. Je ne sais pas si au niveau de la présidence, on est averti des risques de pollution. C'est vrai, Bobo a besoin d'industrie, mais sans eau, je me demande qui vont devenir les Bobolais. Je pense que vous soulevez une question qui est essentielle, parce que, évidemment, lorsqu'une industrie s'installe, il est important que le ministère de l'Environnement fasse une étude pour voir un peu quelles sont les conséquences que l'installation de cette industrie peut causer, je dirais, au plan des populations locales. Et je puis vous assurer que nous avons pris de bonnes notes, parce que si c'est le cas, que ça va entacher la nappe phréatique de manière importante, afin de créer des problèmes aux populations de Bobo, vous pouvez être sûr que cette cimenterie ne sera pas installée là-bas. Ça, au moins, je peux vous donner cette assurance-là. Monsieur le Président, parlons de la transition. Je sais que vous avez commandité un audit. Monsieur Kéré Alassane des éditions Sidouaya, voilà. Donc, vous avez commandité un audit qui a été dans un délai de 30 mois, et 30 jours, autant pour moi. Que dit le rapport? Et je vais terminer par la SNC, qui était un engagement fort, un engagement politique fort. Mais 30 ans après la première édition, les conditions d'hébergement, rien ne change. Est-ce qu'on peut espérer qu'à la 19e édition, les conditions d'hébergement des artistes, ceux même qui font la SNC, vont changer? Parce que si vous partez sur les sites d'hébergement, c'est vraiment pitoyable. OK. Alors, concernant les audits, je voudrais d'abord dire que les audits ont été lancés, la SE a fini son travail. Comme vous savez, je crois qu'il est bon de comprendre un peu comment se passe ce travail-là, parce que de temps en temps, on voit dans la presse que toujours les dossiers sont dans des tiroirs, rien ne sort, alors que ceci s'est passé par-ci, par-là, et je crois qu'il faut comprendre un peu la procédure. La procédure, c'est que nous avons commandé des audits. Je dois dire qu'au niveau de la présidence du FASO, le président sortant, avant même son départ, avait commandé un audit de la présidence que nous sommes venus et que nous avons trouvé déjà fin prêt. Au niveau des autres ministères, l'ASE a fini son travail, a déposé les rapports. La procédure de l'ASE est simple. Tous ceux qui sont incriminés dans un rapport, puisque c'est un projet de rapport, doivent recevoir un exemplaire du rapport et doivent répondre par écrit dans un délai d'1 mois à l'ASE pour se justifier sur ce qu'on leur a reproché. Ces réponses sont transmises par le ministre et par le président du FASO, selon le lieu où c'est fait, à l'ARCE, qui va maintenant, sur la base de ces réponses, confectionner le rapport définitif, accepter ou non les arguments qui ont été avancés par la personne concernée et transmettre le dossier, si à suite judiciaire, au procureur. Donc, notre rôle à nous, en tant que gouvernement, c'est de demander les audits, c'est de retransmettre à ceux qui sont concernés dans nos services ces audits, de reprendre les réponses, de les envoyer à l'ARCE, qui par la suite maintenant va s'occuper de toute la procédure qui concerne les poursuites, etc. etc. Donc c'est pour dire que, en ce qui concerne la présidence du FASO, je pense que, comme le rapport était chez nous depuis, en arrivant, on a écrit à tout le monde a répondu, on a transféré tout le dossier à l'ASE. Mais pour les ministères, je pense que ces dossiers étant déposés il n'y a pas très longtemps, les personnes concernées ont 1 mois pour répondre. Donc voilà. Adama Salambere. Je suis de Radio Omega. Ma première question a été déjà répondue, c'était celle sur la relance économique de Bobo Dioulasso. Ma deuxième préoccupation est la suivante. Le thème de cette semaine nationale de la culture est culture et cohésion nationale, un thème d'actualité au regard des conflits actuels agriculteurs-éleveurs. À quand la fin des conflits intercommunautaires au Burkina? Bien, disons que je suis d'accord avec vous. C'est une préoccupation, mais c'est vrai que dans le thème de la Semaine nationale de la culture, c'est pour dire que la diversité culturelle que nous avons au Burkina Faso doit être le ciment de notre cohésion et de notre unité nationale.
Ça veut dire que dans cette culture que nous avons, qui est diverse, nous devons tirer les valeurs positives que nous avons et éviter d'être influencés, comme le ministre de la Culture l'a souligné hier, par l'impérialisme culturel. Je dirais la vision globalisante, je dirais, de la culture. C'est pourquoi j'ai insisté hier pour dire que nous devons cultiver justement les qualités de travail, les qualités d'humilité, les qualités de solidarité entre les Burkinabés et également les qualités d'intégrité. Je crois que c'est des qualités que nous devons mettre en valeur, que nous devons inculquer à nos enfants, que nous devons, en tant que presse nationale, en tant qu'autorité, en tant qu'éducateurs et parents, inculquer à nos enfants pour que nous méritions toujours de nous appeler des Burkinabés. Je crois que c'est important. C'est dans ce sens-là. Maintenant, le problème que vous posez est un problème qui est important. Comme on a dit, il faut que tout le monde se sente concerné par le Burkina Faso, que ce soit les éleveurs, que ce soit les agriculteurs. Comme je le disais l'autre jour à une communauté que j'ai rencontrée, je disais que c'est la même chose que les dents et la langue. Hein. Ils sont tous dans le même endroit, ça, on le mord de temps en temps la langue, mais on ne peut pas les déplacer. Il faut que nous appelions à travailler ensemble et que soient mis en place des commissions, des structures d'alerte qui partent depuis les villages, aux communes, à la région, pour permettre effectivement de ne pas en arriver justement à ces affrontements communautaires. Et vous savez, c'est des problèmes qui existent un peu partout et nous allons mettre cette stratégie en place pour plus favoriser le dialogue entre les agriculteurs et les éleveurs. Et là également, l'État a un rôle à jouer. Toutes les pistes qui concernent le monde rural, pour les éleveurs, pour permettre effectivement à leurs animaux de pouvoir traverser, parfois sont occupés par des agriculteurs. Il faut que l'État assume ses missions. Une fois que nous avons défini des pistes pour les éleveurs, nous devons veiller à ce qu'aucun agriculteur ne se mette sur ces chemins-là. Et ça, c'est important. C'est un rôle que l'État doit jouer et nous allons insister pour que là également, l'État joue sa partition pour éviter que les conflits ne soient récurrents. Comme vous le savez déjà, à Bouna, il y a eu ce même type de conflit intercommunautaire où nous avons perdu près de 18 Burkinabés et où nous avons près de milliers de têtes que certains ont pu rapatrier, d'autres pas, qui constituent des pertes sèches pour nos compatriotes qui vivaient également dans cette circonscription-là. Donc c'est un problème qui est important et nous devons également mettre le doigt dessus et trouver des solutions adéquates et qui correspondent également à la mentalité et à notre culture. Ok, Adama Salambéré des éditions Sidoa. Monsieur le Président, le manque de finances est devenu une chanson des gouvernants. Ouais, la question des finances. J'ai pas compris. Voilà, le manque de finances est actuellement une chanson des gouvernants. On parle également de blanchiment d'argent de près de 89 milliards au cours de la période transitoire. Quelle est, Monsieur le Président, quelle était la situation du Trésor public quand vous preniez le pouvoir? Merci. Vous savez, le Trésor public était toujours en difficulté. C'est vrai que nous sommes arrivés et nous avons commencé donc le fonctionnement de l'État. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, nous avons tenu à peu près nos engagements, et dont le premier est de faire en sorte que les Burkinabés puissent toucher leur salaire déjà par mois. Et cela est déjà fait. Je pense que, comme vous l'avez constaté, nous avons, et je vous l'ai dit tantôt, au-delà de l'aspect du budget et de ce que nous avons trouvé, vous avez toute cette somme d'engagement également qui ont été pris. Je prends un exemple simplement. Le plan d'urgence de la transition qui était prévu pour près de 20 milliards n'avait que 10 milliards au niveau du budget 2015 pour être exécuté. Alors, si vous commencez à construire des amphithéâtres alors que vous n'avez pas pu mobiliser toute la somme, vous commencez à construire, je dirais, des logements pour les étudiants alors que vous n'avez pas que toute la somme, ou des écoles, il va de soi qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas l'engagement de boucler le financement sur 2016, vous aurez des chantiers inachevés. Donc la question qui est posée est la suivante.
c'est que nous considérons que l'argent est un véritable problème au niveau du Burkina Faso. Parce que d'une part, nous avons la pression fiscale la plus faible dans la zone UEMOA, et c'est pourquoi le ministère des Finances s'est engagé également à mener très bientôt une réflexion sur la fiscalité générale au Burkina Faso, pour que nous voyions également dans quelle mesure nous avons amélioré, comme je vous ai dit tantôt, nos fonds propres. Et comme on dit, nous devons compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Parce que si finalement nous ne faisons que compter sur les autres, c'est comme on dit, si vous dormez sur la natte du voisin, vous dormez par terre. Parce que finalement, le jour où la personne ne peut pas vous aider, vous serez obligé de rechercher les solutions à ce moment, alors que nous devons travailler à une meilleure autonomisation de notre économie et à une meilleure performance en termes d'investissement et de renforcement des secteurs structurants qui permettent de développer l'économie à moyen et long terme. Je crois que cela est important. Excellence, Monsieur le Président du Faso. Ndiaga Thiam de la télévision BF1. S'il vous plaît, on a annoncé 1 heure pour la conférence de presse. Nous avons largement dépassé le délai. Juste une question et puis nous allons conclure. Je suis Ndiaga Thiam de la télévision BF1. Monsieur le Président, 100 jours, c'est vraiment peu quand même pour tirer un bilan, mais suffisant aussi quand même pour annoncer un avant-goût. Après ces 100 premiers jours, le bilan que vous tirez, il est positif, mitigé ou bien négatif? La dernière question, le citoyen Roch Marc Christian Kaboré, quelle appréciation il fait exactement sur le travail qu'a le président du Faso? Merci. Ouais. Bien. D'accord. Je voudrais dire que en 100 jours, je peux dire que je suis satisfait en tout cas du fonctionnement du gouvernement. Car comme vous le constatez, ce gouvernement est composé par des personnes qui n'ont jamais, dans leur grande majorité, eu à assurer des fonctions ministérielles. Et ce n'est pas toujours évident, en arrivant, de pouvoir savoir également maîtriser l'outil et de pouvoir faire avancer les choses. Je veux dire que 100 jours, je peux dire que c'est 100 jours durant lesquels je considère que chacun et chacune, membre du gouvernement, a donné le meilleur de soi-même pour que nous puissions remettre le Burkina Faso, comme je dirais, sur des bons rails. Les rails de l'avenir que nous avons promis à tous, avenir radieux, avenir en tout cas de développement, avenir d'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sur l'ensemble du territoire, j'entends bien, et je crois qu'il mérite en tout cas au niveau du gouvernement d'être félicité. En ce qui concerne le citoyen Roch Kaboré par rapport à lui-même, je pense que je serais mégalomane si je me permettais de m'apprécier moi-même. Je pense qu'il appartient au peuple burkinabé d'apprécier ce que nous posons comme acte et ce que nous faisons. Il ne m'appartient pas de le faire et je crois que le peuple burkinabé m'a fait confiance en me donnant ce mandat. J'ai intérêt, si je veux faire un deuxième mandat, à respecter les engagements que j'ai pris avec le peuple burkinabé. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Concernant le point qui est relatif à Samandeni,
Je voudrais rassurer celui qui a posé la question que le prochain conseil que nous aurons aura à discuter justement de ce dossier pour permettre d'aplanir l'ensemble des difficultés. Parce que vous savez que Samandéné a été lancé, les populations riveraines n'ont pas été désintéressées et ça pose toujours le problème de la fin du projet. Il nous faut absolument trouver les solutions pour désintéresser les populations riveraines et permettre au projet d'être une réalité. Parce que ce projet, véritablement, c'est un projet hydro-agricole, c'est un projet qui doit développer l'agrobusiness et je crois que également, c'est un projet qui va permettre de renforcer la capacité d'adduction d'eau sur la ville de Bobo et je crois que nous avons intérêt à faire en sorte que ce projet, qui en a que trop tardé, voit rapidement le jour. Je crois que ça, c'est important. Bon, concernant le crédit de communication du président du Faso, je voudrais déjà rassurer l'intervenant que jusqu'à nouvel ordre, ce sont mes propres téléphones que j'utilise et que je coûte 0 francs en cette matière. Bon, donc je voudrais également dire que les mesures que nous avons édictées au-delà du symbolisme signifient que partout, je dis bien partout, où l'État doit pouvoir faire des efforts pour pouvoir réduire son train de vie, nous devons le faire. Parce que nous considérons que les efforts, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Le gouvernement, bien que nous soyons à la tête du pays, nous ne devons pas nous donner une sinécure où nous sommes là-bas tranquilles en demandant aux autres de faire des efforts. C'est pourquoi je pense qu'il est important que, et c'est l'instruction que nous avons donnée au ministère des Finances, que ce soit sur les baux, que ce soit sur l'utilisation de véhicules, que ce soit sur tous les domaines, là où nous pouvons faire des efforts, il faut que le gouvernement le fasse. C'est un signal de bonne gouvernance qu'il nous faut également donner. Je crois que cela me semble important au-delà de tout. Et je voudrais en tout cas demander, et c'est pourquoi d'ailleurs même dans les services pour l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, vous savez très bien comment, quand il s'agit de l'État, tout le monde dit de toute façon, c'est pas moi qui paye, hein, c'est l'État, donc on s'en fout, on laisse les climatiseurs, on allume la lumière, et puis chacun rentre chez lui avec une bonne conscience qu'il a fait du bon boulot. Non, je pense qu'il faut arrêter tout ça. C'est pour cela que nous avons demandé qu'il y ait des réflexions qui permettent effectivement de faire cette économie d'énergie, des coûts de téléphone, de l'eau, etc. C'est des réformes nouvelles. Ce n'est pas du goût des ministres, ce n'est pas du goût de tout le monde, mais comme j'ai dit, c'est un sacerdoce. Parce que je peux vous dire que depuis que nous avons commencé à travailler depuis le 12 janvier, les ministres sont tous là, personne n'a touché 1 franc de salaire jusqu'au moment où je vous parle. Alors, donc c'est pour vous dire que si nous travaillons pour nous-mêmes, nous devons commencer à être bien nous-mêmes d'abord. Alors voilà donc ce que je tenais également à souligner, parce que je pense qu'il est bon de le savoir et ne peut pas penser que le gouvernement, c'est la sinécure, même si vous voyez de temps en temps que nous sommes en cravate, c'est pas, on est en cravate malgré nous, mais on est là pour le travail. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons essayé de tenir cet entretien en 1 heure. Nous sommes à 1h20. Avec votre autorisation, nous allons annoncer la fin de cette conférence de presse. Chers confrères, une fois de plus, en votre nom à tous, je réitère mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour avoir bien voulu accepter de nous accorder cet entretien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent.